Nous sommes aujourd'hui avec un monument, une légende du journalisme sportif en France, Karim Medjari. Bonjour. Avec quel mot allez-vous vous présenter aux lecteurs de panafricanfootball.com? Avec le plus beau des mots, je pense, c'est je suis avant tout journaliste. J'ai la chance de faire journaliste depuis maintenant 25 ans. C'était mon rêve d'enfance. Et il n'y a pas plus beau projet que celui d'être journaliste au quotidien, de travailler dans la matière que l'on aime, c'est-à-dire celle du football. Moi, je dois tout au football. J'ai appris le football dans le jeu, mais j'ai appris aussi le football par l'histoire. J'ai appris le football aussi par la géographie. Et je dois tout au football. Et les rapports humains aussi sont dus à ça, quoi. Quand on a joué au football, on sait à peu près qui est l'homme que tu as sur le bord du terrain, qui est l'homme que tu as avant-centre, qui est l'homme que tu as en gardien de but. Oui, je dois tout au football. Et quand on vous parle de Karim Medjari dans le football, on pense exactement aux Parisiens. Vous avez été journaliste au Parisien. Que retenez-vous en tant que journaliste de votre passage au Parisien? J'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier de journaliste. J'y suis resté 17 ans. 17 ans, pendant quelques années, j'ai fait le tour des régions parisiennes, Aubervilliers, Noisy-le-Sec, Créteil, le Racing, les Lusitanos Saint-Maur, l'Arménienne, Choisy-le-Roi. C'est là où j'ai appris à connaître le football au quotidien, de la DH jusqu'à la première division, c'est-à-dire des PTT de Paris, où c'était mon premier match, ou la SPP Police de Paris, jusqu'au PSG. J'ai gravi tous les échelons et j'ai appris à connaître, mais le football, ses acteurs, puis ceux qui sont arrivés après, c'est-à-dire les agents. Et ça m'a permis de construire après cette petite carrière et d'arriver aussi dans le football, parce que je connaissais des gens que j'avais connus en région parisienne. La meilleure anecdote, c'est que j'ai connu Claude Anelka, avant-centre de Choisy-le-Roi, avec qui j'ai créé une relation, et ensuite il m'a dit un jour, tiens, il y a mon petit frère Nicolas qui arrive au PSG, et c'était Nicolas Anelka. Cette connexion m'a permis de connaître tout ça. Et aussi, quand on est plongé dans le bain du football parisien, on voit les petits arriver. Aujourd'hui, on voit le petit Al-Shaddai qui a 15 ans. Voilà, c'est pour ça que parfois je suis un peu triste de voir que le Parisien fait moins sur les éditions régionales, qui sont plus sur le digital. Vous, à l'époque, quand vous étiez au Parisien, le football n'était pas très populaire en France. On a l'impression que c'est vous qui, avec votre manière d'écrire, avec votre manière de raconter l'histoire du football, vous avez fait rentrer le football dans les maisons françaises avant 98. Je sais pas. Là, vous avez raison, c'est que ça a basculé en 98. En 98, le football est devenu un phénomène national et on s'est rendu compte que le football avait une fonction sociologique, politique, culturelle et qui pouvait rapprocher les gens. Donc à cet instant-là, tout le monde s'est intéressé au football et grandement. Mais ce qui est important, c'est que savoir, le Parisien, il y avait à l'époque une dizaine d'éditions et dans les 10 éditions, on parlait de tous les petits clubs. Donc tout le monde se sentait important et tout le monde avait son nom dans le journal, le nom du buteur, la photo de l'équipe. Et c'était une espèce de grande communauté du football parisien. Voilà, c'est là où c'était important. Aujourd'hui, il ne faut pas vivre avec le passé, avec les nostalgies, même si on en a envie parfois. Aujourd'hui, tout ça est sur le net, notamment par plein de sites. La preuve, le vôtre qui est parfait, qui correspond vraiment aussi à une cible. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler en termes de cible et de communauté. Et les communautés se retrouvent à travers ces sites que vous animez, avec souvent beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme et peu de moyens. Mais c'est cette passion-là. Et moi, j'avais cette même passion-là que vous avez aujourd'hui, quoi. Quand on parle de l'équipe de France, quel souvenir vous vient à l'esprit tout de suite? Vous avez suivi l'équipe de France pendant des années. Alors, le souvenir qui me vient tout de suite, c'est qu'à l'époque, on pouvait rentrer à Clairefontaine. À l'époque, on pouvait rentrer dans le château de Clairefontaine parce qu'il n'y avait pas cette barrière entre les joueurs et les journalistes. Et à l'époque, en fait, quand on était jeunes journalistes, on me dit tu vas commencer, toi, par les jeunes qui arrivent. Donc j'ai vu arriver ceux qui avaient ma génération 68 et un peu plus, que ce soit les Dugarry, Thuram, Patrick Vieira, Thierry Henry, Trezeguet, Nico Anelka et tout ça. Donc on avait à peu près les mêmes âges, à quelques années près. On a grandi ensemble, on s'est mariés quasiment ensemble, on a eu des enfants qui avaient le même âge, donc on avait plein de choses à se partager. On écrivait avec beaucoup de passion, on ne laissait rien passer par les notes. S'il fallait mettre une mauvaise note, on mettait une mauvaise note. Mais on pouvait s'expliquer parce qu'on les voyait.
Aujourd'hui, malheureusement, il y a ces barrières des agents, des communicants, des médias, des présidents, du marketing, et donc on n'a plus le rapport en direct. Peut-être que vous, sur votre site encore, vous l'avez aujourd'hui, avec le rapport privilégié que vous avez avec votre communauté des supporters africains, et je sais que vous-même, en plus, la SANA, vous allez voir les joueurs, vous discutez avec les joueurs. Moi, c'est ça. Moi, j'aime le football, j'aime les footballeurs aussi, j'aime le jeu. Mais il faut pouvoir discuter avec eux, pouvoir comprendre. On ne peut pas analyser, on ne peut pas noter un bon match si on n'a pas eu l'entraîneur. Parce que si vous mettez un joueur qu'on n'a pas vu, mais l'entraîneur a demandé au numéro 6, le milieu défensif, de se sacrifier pour neutraliser le numéro 10, vous ne pouvez pas lui mettre une mauvaise note en disant qu'on ne l'a pas vu. Non, il a fait son métier, son boulot. Quels sont vos rapports, les rapports que vous avez entretenus avec Zidane jusqu'à l'accompagner en Kabylie? Je l'ai vu grandir, je l'ai vu être un joueur qui ne tenait pas plus d'une mi-temps, puis je l'ai vu après devenir le maître qu'il est. J'ai jamais été très bon en interview avec Zinedine Zidane, je dois l'avouer. Il y a deux joueurs pour qui leur timidité m'intimidait. Nicolas Anelka, je sais qu'aujourd'hui tout le monde pense que c'est le bad boy du football français, et moi j'ai eu la chance de voir qui il était. Je conserve vraiment beaucoup de respect. Et Zidane, le même respect, c'est-à-dire que je pense qu'on a été construit, puisque mon père et son père ont beaucoup de points communs, la Kabylie, la pudeur, le travail bien fait, le côté. Je pense que dans ces moments-là, on vient, nous, d'une génération où on ne dit pas nos sentiments. Voilà. Et je n'ai jamais utilisé mes origines pour dire, puisqu'on a les mêmes origines, il faut que tu ne parles qu'à moi, que tu donnes mes interviews et tout ça. Et j'ai toujours eu du mal à lui poser des questions, parce que j'aurais voulu lui poser toutes ces questions-là. Qu'est-ce que son père a pu faire? J'ai eu la chance de faire pour lui. J'ai eu la chance de le faire venir au Parisien un jour, dans un face à la rédaction. Et l'image que je garde de lui, c'est qu'un des journalistes lui pose la question: de quoi êtes-vous plus fier dans votre carrière? Il avait répondu: des notes de mon fils. C'est ça, c'est important. C'est-à-dire, ce n'était pas les titres de footballeur, c'était ce qu'il a laissé et de l'intelligence, la scolarité de ses enfants. Ça le touchait énormément. Et sa timidité, sa pudeur m'ont toujours vraiment autant inspiré le respect que son talent de footballeur qui est immense, quoi. Mais est-ce que vous êtes tous originaire de l'Algérie? L'Algérie, en général, il est virevoltant, il est volcanique, mais on a l'impression que vous deux, c'est la pièce d'une même monnaie. Alors, moi, c'est très gentil de me comparer à Zidane, mais c'est pas, on n'est pas. Vous êtes le Zidane du journalisme? Non, on n'est pas. Non, si vous allez m'obliger à parler, mais je vais le faire avec vraiment beaucoup de cœur. C'est la première fois qu'on me pose ces questions. Je fais partie d'une génération où nos parents nous ont dit: vous êtes acceptés en France, vous n'êtes pas intégrés. Donc, quand vous arrivez, vous dites bien bonjour. Vos mains, elles sont bien propres. Quand vous mangez à table, vous mangez mieux que les autres. Et à l'école, il faut être les meilleurs. Mais attention, il faut toujours respecter les gens. Vous restez à votre place. Ici, on a eu la gentillesse de vous accueillir. Donc, je pense qu'il y a eu cette idée-là. Et on a vu aussi nos parents trimer. Mes parents, tous les deux, travaillaient à l'usine. Mon père parle difficilement le français, ne le lit pas. Donc, il a mis beaucoup en moi. Donc, on a cette responsabilité. Et ils nous ont appris de reste à ta place, discrétion, politesse, humilité. C'est sur ces valeurs-là où je le retrouve. Après, lui, il est dans la catégorie des génies, hein, des génies dans ce qu'il fait. Mais je pense que tous ces grands génies, que ce soit en musique, que ce soit en cinéma, soit en littérature et tout ça, ils ont cette humilité de se remettre en question tout le temps. Et Zidane m'a toujours impressionné par ça. Personne n'aurait pensé qu'il serait cet entraîneur-là. Quand j'en discutais avec ses amis, à commencer par Dugarry, il a fallu quand même qu'il ait cherché en lui des choses énormes pour être cet entraîneur-là, parce qu'il était maladivement timide en conférence de rédaction, en conférence de presse, face aux journalistes. Et il a réussi à aller au-delà d'aujourd'hui. Quand on voit la carrière qu'il fait d'entraîneur, c'est encore plus époustouflant que sa carrière de footballeur, quoi. C'est clair. Qu'avez-vous aperçu en Habib Beye en lui ouvrant les portes de Canal+? Habib Beye, il avait la chance d'être avec un journaliste de Canal+, qui s'appelle Ludovic Duchesne, à qui il faut reconnaître cet intérêt. Ses enfants allaient dans la même école que lui. Il me dit, ça serait bien qu'on récupère le Habib. Et Habib est venu commenter les matchs qu'on ne voit pas sur kiosque, sur des petits
d'autres canaux de télévision que les gens ne regardent pas forcément. Le 5e match d'Italie, le 8e match anglais et tout ça. Et en fait, je pense qu'il était comme sur le terrain. Cette capacité à écouter, à regarder, à apprendre très vite et piocher partout les bonnes idées et travailler énormément. Très bonne élocution. Il a fait attention à son physique. Il n'a pas pris un poids, pas pris un kilo depuis qu'il est aujourd'hui consultant. Aujourd'hui, il va devenir entraîneur. Je pense qu'il fera de la même manière. Je pense qu'il va devenir un grand entraîneur parce qu'encore, il va piocher à droite et à gauche tout ça. Et je pense aussi où il est fort, c'est que peu importe ce qu'il va dire, c'est qu'à chaque fois, c'est argumenté. Et la deuxième chose chez lui, c'est que quand il parle, il ne dit pas « attention, si je dis ça, ça peut empêcher ma carrière ». Vous savez, la plupart des consultants ne sont pas très bons au début. Pourquoi ? Parce qu'ils apprennent une chose dans leur carrière de joueur, c'est avant tout de parler pour ne rien dire. Parce qu'ils ont peur d'être piégés, parce qu'ils ont peur d'être piégés par les journalistes. Donc quand ils sont consultants, pareil, ils font attention à tout ce qu'ils vont dire, et donc c'est des robinets d'eau tiède pour 50%. Et lui, il n'avait pas peur de dire les choses et d'afficher ses convictions, comme à la tête du Sénégal, comme à la tête aujourd'hui du Canal Football Club, où il est clairement le leader autour de la table. Le leader autour de la table. On va parler de l'auteur. Vous avez écrit beaucoup de livres. Vous avez été à l'origine de quelques livres. D'où vous est venue cette sensibilité d'écrire? Quand on est journaliste, en fait, on est l'historien du temps éphémère, du temps court, du temps qui passe. Les livres, ça te permet de nous poser à un moment donné. Ça nous permet de mettre du temps. Ça nous permet de piocher là où on n'a pas le temps quand on est journaliste. Un journaliste, on passe d'une affaire à une autre, on écrit sur du sable. Le livre, on écrit sur de la pierre. Ça s'imprègne, on laisse. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de creuser l'histoire. Quand je fais La Nuit des Maudits il y a 2 ans, c'est de retrouver l'histoire de ces 6 personnages qui sont passés à côté de leur destin. Parce que quelqu'un, un homme en l'occurrence, Aimé Jacquet, a dû choisir le choix. Il y en a 22 joueurs qui sont devenus champions du monde. Ils ont tout eu, l'argent, la célébrité, la gloire, les femmes, des postes de consultants, et d'autres qui ont totalement disparu, qui sont au chômage, d'autres qui sont ruinés, d'autres qui ont des carrières plus ou moins réussies. Mais je me dis, ça c'est le symbole de la vie, le destin. Vous prenez un chemin à droite ou vous prenez un chemin à gauche, et toute votre vie va changer, quoi. Et vous avez dit quelque chose de fort, la France a été championne du monde sauf ces 6-là. Tous les Français ont été champions du monde sauf ces 6-là. Je suis allé les revoir 20 ans plus tard. La cicatrice est toujours béante. Un joueur comme Sabri Lamouchi, il faut savoir qu'en 1996, il était la doublure de Zidane, qui pouvait très bien travailler avec lui. Je me souviens d'un édito de France Football qui racontait que le duo Lamouchi-Zidane serait génial. Et en fait, il pensait être dans le groupe, il n'y a pas été. Ibrahim Ba, qui était le Kylian Mbappé de l'époque, des affiches Nike partout dans Paris. Le Sénégal le voulait. Le Sénégal le voulait. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux comprendre aussi ça. Ça, c'est des choses où des joueurs ont fait des choix, mais sont revenus à ça. C'est la vie, c'est ça qui est le football. Parce que le football, c'est un remarquable miroir de la vie. Vous faites des choix, peut-être qu'à un moment donné, s'il avait choisi le Sénégal, en 2002, il était de l'autre côté. Et il fait le parcours, il devient une vedette, il vient porter le Sénégal. Il choisit une couleur, mais c'est très dur de faire des choix, quoi. Un choix que vous allez faire en 1 minute, et ça va dicter toute votre vie suivante. Comment vous pouvez expliquer le football en 2 mots? En 2 mots, c'est passion excessive, je pense. Ça comble tellement de choses, ça apporte tellement de bonheur. Mais quand on voit aujourd'hui aussi le délire du football, puisque le football, je pense qu'il est aussi pris en otage aujourd'hui par les marchands du temple. Moi, je peux comprendre aujourd'hui, lorsqu'on cherche de l'argent partout, pour les écoles, qu'on cherche de l'argent pour les universités, qu'on cherche des écoles de l'argent pour les docteurs et tout ça, qu'on voit que Mesut Özil, à Arsenal, qui ne joue pas depuis 2 ans, qui a été au bout de son contrat, va toucher une prime de 9 millions d'euros. Je peux comprendre que les gens détestent le football. Voilà. Ça apprend plein de choses, l'éducation aux enfants, ça apprend les rapports humains, mais ça déclenche aussi des passions qui sont excessives, quoi.
Mais quel regard portez-vous sur le football qui évolue aujourd'hui quand on voit ces histoires avec Mediapro, l'économie du football? Rien ne marche comme avant. On a l'impression que le football français va s'effondrer. Et si le football français s'effondre, on a une grande euh, majorité de footballeurs africains qui jouent en France. Donc l'Afrique aussi va en subir. Bah, vous avez raison de le dire. C'est parce que tout le monde pense que si le football pro s'effondre, finalement, ce sera des milliardaires qui ne toucheront pas leur salaire, et tant mieux pour eux. Ce qui est faux. Parce que les milliardaires partiront dans les grands clubs européens. En fait, c'est tous les autres. Par exemple, il faut savoir que sur les droits du foot, il y a la taxe Buffet. Et cette taxe Buffet sert à payer aussi le salaire, et souvent des éducateurs des clubs amateurs. Donc ça sera un vrai problème. Il faut savoir aussi que si les joueurs ne sont pas payés, on sait très bien quels joueurs ne seront pas payés. Ce seront les joueurs moyens, des petits clubs de D2 et tout ça. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Maintenant, il y a beaucoup de coupables dans cette affaire. Le coupable, tous ceux qui, à un moment donné, ont dansé une danse en disant le milliard, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas demandé de garantie bancaire et tout ça. Moi, j'ai aucune leçon à leur donner. La seule chose, c'est que ça fait des années et des années. Moi, je l'ai vu quand j'étais à Canal+. Canal+ a donné des milliards au football français. Des milliards. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Comment c'est possible aujourd'hui qu'après 50 ans de professionnalisme en France, qu'on soit aussi dépendant de l'argent de la télévision aujourd'hui? Ce n'est pas possible qu'un club comme Nîmes dépend de 70%. Le modèle économique du football français ne marchait pas. Il y avait un trou régulier de 100 ou 200 millions d'euros chaque année. Et là, on a le Covid qui tombe dessus. On arrête un championnat. Et le Covid qui revient, les stades qui sont vides, plus de billetterie, plus de produits marketing. Donc déjà qu'on était au bord du gouffre, mais là on sombre dans le cours du gouffre. Et alors maintenant, aujourd'hui, on dit il faut que l'État donne de l'argent pour sauver tout ça. Mais l'État, elle est demandée. Tous les secteurs économiques aujourd'hui sont en peine et demandent à l'État de les aider. Moi, je comprendrais aujourd'hui que le gouvernement dise débrouillez-vous entre vous. Oui. Quelle différence entre la famille de la presse écrite et de l'audiovisuel? Vous avez été dans les deux familles. Moi, je dis que dans les écoles de journalisme sur lesquelles je vais parfois, il y a deux sortes de journalistes. Il y a les journalistes qui veulent faire célèbre et les journalistes qui veulent faire du journalisme. Et je me disais, voilà, c'est caricatural. Parce qu'en arrivant à Canal+, j'ai vu des journalistes de presse écrite, des journalistes télé qui avaient le vrai souci d'être de vrais journalistes, d'aller chercher de l'information, d'aller creuser et tout. Et des deux côtés, j'ai vu des vraies plumes. Voilà, je pense à des Stéphane Guy, je pense à des Hervé Matou, je pense à ceux qui font intérieur sport, au sport reporter à Canal+, qui font un vrai travail. On a fait une émission qui était fantastique, qui s'appelait Enquête de foot, avec des vrais jeunes journalistes qui aimaient ce journalisme-là. Voilà. La presse écrite avait cette fonction-là, de fouiller et de donner de la matière première en information, de révéler des choses, de décrypter. C'est ça qui était l'important. En télé, ces derniers temps, on est plus vers un nouveau métier d'éditorialiste, de personnes qui viennent sur des plateaux, qui ont lu l'équipe rapidement, Le Parisien, qui ont lu un petit peu un site, et qui vont avoir une posture et un discours, mais qui ne sont pas à l'origine de l'information. Posez-vous toujours la question, mais de où cette personne parle-t-elle? Quelle est sa légitimité? Est-ce qu'elle a appelé quelqu'un avant l'émission? Est-ce qu'elle s'est fait expliquer? Est-ce qu'elle a eu un entraîneur? Est-ce qu'elle a eu un joueur? Ou est-ce qu'elle ne fait que finalement rabâcher, souvent avec talent, hein, avec rhétorique, avec passion, avec des grands gestes et tout ça, et avec posture, des jeux de théâtre? Il n'y a pas de fond derrière. Oui, mais on est dans une société, parfois, quand on dit il n'y a pas de fond derrière, vous avez raison, de théâtre. Et on sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait du théâtre peut aussi avoir de l'influence. On est ici à Webedia, où il y a beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup de communautés. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est un business aussi, l'influence. Nous, on a la chance ici d'avoir des influenceurs qui ont développé leur propre business à partir d'histoires, en créant un vrai relationnel avec leur communauté vis-à-vis des jeunes et tout. Mais il y en a d'autres aujourd'hui, dans le métier du football, qui finalement, en étant dans la caricature, arrivent à avoir une influence. Parce que ça les fait rire, mais ils ont beaucoup de haters aussi dedans. Quand on regarde, voilà, il ne suffit pas d'avoir 400 000 personnes qui vous suivent. S'il y en a 350 000 qui vous traitent d'incompétents et tout ça, oui, vous avez une communauté, mais que vaut-elle? Karim, vous êtes une bibliothèque vivante du football. Est-ce qu'on peut penser que dans quelques années, une école de journalisme de Karim Nejari en Afrique? Non, mais l'âge passe. Quand on a 52 ans, il y a des choses qu'on peut se poser comme question, c'est de se dire,
en quoi je suis utile, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider les gens, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, c'est des choses qui font que moi, le métier de journaliste fait que pendant 25 ans, j'ai couru partout, après le temps, après les compétitions et tout ça. Donc, j'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup été égoïste dans mon plaisir de dévorer les choses. J'ai beaucoup négligé ma famille, j'ai beaucoup négligé mes amis, tout ça. Mais au-delà de ça, quand on voit aujourd'hui l'état de déliquescence de la société, le montée des communautarismes, le montée de la violence, d'une société qui se déchire, on s'est dit comment nous, à l'endroit où on est, on peut aider. Voilà, moi je rêverais, mais on en parlera plus tard, de faire une vraie émission sur le football africain, fait par les Africains, pour les Africains, voilà, où dedans on pourrait parler du football dans toutes ses dimensions. Le football, le jeu bien sûr, de parler de la qualité. Plus de 300 Africains jouent dans le football professionnel en Europe, mais il y a toute une dimension aussi, le football pour l'émancipation de la femme, le football aussi qui est les parcours exceptionnels, quand on voit des parcours comme Salah, des parcours comme Weah, des parcours comme Eto'o, toutes ces stories, j'aimerais que tout ça, et qu'on puisse réunir les meilleurs talents pour pouvoir faire cette émission et l'offrir à tout le continent africain. Quoi. Merci Karim Nedjari, ça a été un plaisir de vous avoir. Vous êtes un monument du football. Je vous invite à lire La Nuit des Maudits, écrit par Karim Nedjari, un grand journaliste, un maître à penser de la profession. Je vous remercie. Bon, c'est moi qui vous remercie en tout cas, et puis je vous souhaite bon courage et bonne chance pour ce site que je regarde plus que jamais, parce qu'il y a vraiment une volonté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de connaissance du football africain, et que le football va jouer un rôle très important dans le développement africain, de la communauté africaine, parce qu'il y a des exemples. Et de plus en plus, on a besoin d'exemples positifs. Alors je vous remercie à vous et je remercie tous vos internautes.